On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Elle célèbre son premier anniversaire comme députée fédérale de Saint-Jean. Christine Normandin, on l'avait reçue il y a quelques semaines, mais une conversation par Zoom parce qu'elle était en confinement préventif en raison de la COVID. Et là, on va l'avoir dans quelques instants en studio et faire le bilan un peu de sa première année. Mais d'abord, cette compagnie, la compagnie Cambly, qui fabrique des camions blindés, s'est lancée dans la fabrication de bornes pour le gel désinfectant pour les mains. Le gel désinfectant est devenu un peu la norme dans tous les lieux publics. On a vu au début de la pandémie des gens qui, entre autres, les distilleries qui font du gin, commençaient à faire du désinfectant. Mais pour avoir du désinfectant, encore faut-il avoir le mécanisme pour l'avoir dans nos mains. Et là, bon, il y a des petites pompes, des grosses pompes, des moyennes pompes. Et vous l'avez probablement vu dans certains lieux publics où parfois on a mis des chaudières tellement que ça dégoulinait, des serviettes pour éponger le trop-plein. Il y a des distributeurs automatiques, mais des fois ça marche une fois sur deux. Bon, la bonne vieille mécanique. Et il y a une entreprise de chez nous, vous connaissez probablement le groupe Cambly, qui est davantage spécialisé dans la confection des camions là, de haute sécurité, mais qui également a mis à profit son ingénierie pour développer des bornes qu'on appelle aujourd'hui les bornes Exora. Avec nous, le vice-président opération service client chez Cambly et Exora Solutions, Benoît Lemay. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, ça va bien? Tout à fait, merci. Super. On a senti au début de la pandémie que des entreprises de haute technologie, à qui on a demandé de fabriquer des blouses, de fabriquer des masques, de fabriquer du désinfectant. Quelle est la réflexion que vous avez eue au groupe Cambly au début de la pandémie? Bien, en fait, on avait un peu de temps. Un peu comme beaucoup d'organisations, on a eu un petit gap de temps au mois de mars où on avait un ralentissement. Et on s'est dit, quelle belle opportunité d'exploiter, je dirais, une opportunité qu'on a vue rapidement dans le marché, puis tu viens un peu de l'expliquer, c'est le fait que l'expérience client au niveau de l'équipement sanitaire n'était pas là. Donc, il y avait un peu de tout, mais rien qui était très, très efficace au niveau esthétique, au niveau robustesse, puis au niveau facilité d'utilisation. Donc, on s'est dit, pourquoi pas utiliser notre temps, notre espace, parce qu'on avait un petit peu d'espace aussi, notre ingénierie, nos concepteurs, nos assembleurs, notre chaîne d'approvisionnement aussi, qu'eux voulaient qu'on leur donne du travail. On parle de camions blindés, puis on parle de bornes. On se dit, voyons, c'est deux extrêmes. Le produit final est très extrême et très différent, mais entre les deux, la façon de concevoir ça, très, très similaire. Donc, on a commencé au niveau idéation de concevoir une borne sur pied qui était non seulement robuste, qui était très, très, très efficace aussi, et était très visuellement beau. Et de ce que je comprends, il n'y a pas de batterie là-dedans. Non. C'est purement mécanique. Tout à fait. C'est un mécanisme de pied. Donc, on ne voulait pas, dans notre ingénierie, dans notre conception, toucher à la borne. Donc, on se comprend que le monde a changé depuis et mettre sa main en dessous d'un mécanisme, ça fonctionne bien pour l'utilisateur. Par contre, on le voit dans plein d'entreprises, ça tombe, ça dégoûte. Donc, le mécanisme fait qu'on pèse sur la pédale, le gel coule, mais c'est aussi tout le contrôle de la quantité. Sur un litre, on est capable de générer de 1000 à 1200 doses. Donc, c'est très, très, très précis. Ça semble très banal, mais quand tu mets ta main et il y a trop de gel ou pas assez de gel, nous, on a vraiment travaillé ça, étudié ça pour s'assurer qu'on avait la bonne quantité de gel dans nos mains. Bon, parce qu'en même temps, dans les mécanismes sur le marché, via la compagnie Purell ou autre, il existe des bornes sur pied, mais qui, des fois, tiennent un peu par la peur. Ouais. C'est pas très solide. Ouais. D'autres encore, là, ça prend des piles. Donc là, ou des fois aussi, ce que j'ai vu, quand le liquide est trop visqueux, on dirait que dans certains distributeurs, ça passe mal. Ouais. Bref, vous avez fait quand même quelque chose d'assez simple, mais simple et solide. Exactement. Bien, c'est sûr que notre expertise au niveau du solide, on blinde des camions blindés pour des camions tactiques. Donc, on comprend aussi, puis je reviens à notre chaîne d'approvisionnement, mais l'équipement qu'on utilise, très, très similaire pour la borne. Elle n'est pas blindée, la borne, mais on a cette expertise-là de robustesse, puis on a vraiment pris un pas de recul pour l'esthétique et l'efficacité. Je reviens à ça parce que c'est important au début, on ne voulait pas juste mettre une borne sur le marché pour dire, bon, il y a une pandémie. C'était vraiment faire quelque chose pour le long terme. Ça, c'est très, très important pour Exora / Cambly. C'est des produits qui sont là pour rester. Ce n'est pas un produit pandémie. Non, puis effectivement, quand on regarde l'état dans lequel on est en ce moment, et on se dit que même post-pandémie, puis là, je parle de 2, 3, 4, 5 ans, est-ce que ça va devenir un peu la norme dans les lieux publics
de devoir se désinfecter les mains avant de rentrer. Oui, ça existait avant aussi. C'est clair qu'on en parlait moins, mais il y en avait, ça existait. On voit aussi beaucoup de lavabos qui fonctionnent très bien. Par contre, on a aussi travaillé avec certains de nos partenaires clients d'analyser aussi le workflow. Va à l'épicerie, quelqu'un rentre à l'épicerie, bien, il y a un line-up. On a travaillé sur les line-up. Qu'est-ce qui est plus efficace? Qu'est-ce qui est plus rapide? Donc, on positionne vraiment notre produit comme quelque chose d'efficace aussi pour le client qui est l'entreprise. Là. Bon, au début, vous avez fait un prototype. Ouais. Essai, erreur, amélioration. C'était quoi le processus qui a mené à la borne qu'on connaît aujourd'hui? Ouais. Je te dirais que c'est le mécanisme du pied est venu rapidement. La pédale est venue rapidement. Ça existait, mais comme tu disais tantôt, on n'avait pas vu au Québec, en tout cas, on n'avait pas vu quelque chose de solide. Donc, tu pesais, ça bougeait, ça tombait, c'était pas fiable. Mais ça l'a resté assez rapidement. Donc, on a mis nos ingénieurs en contribution à comprendre aussi le poids, parce que tu ne veux pas que ça pèse 1000 livres, il faut que ça se transporte bien, il y a une question de coût de livraison, tout ça. Je te dirais, en dedans d'un mois, on avait fait la conception, puis les tests ont été enclenchés un mois plus tard. Puis après ça, bien, on a fait des tests à Saint-Jean, chez certains de nos clients présentement. Et puis, il y a une période de validation. Je te dirais, en 2 mois, là, on avait conçu et ingénierisé. Puis après ça, on a mis ça en production cet été. Bon, là, vous avez réussi à en sortir plusieurs? Oui, je te dirais qu'il y a des milliers de bornes Exora à travers le Québec. Puis même, je pense que l'expansion à travers le Canada va de soi. On a une équipe de vente quand même qui vend le produit, mais c'est vraiment le bouche à oreille qui fonctionne bien. Là. On a une belle équipe en arrière d'Exora, mais le bouche à oreille, c'est une borne de qualité. Fait que je ne veux pas dénigrer d'autres produits. Par contre, je pense que le concept que tu ne touches pas à la borne et le concept que la dose est bien calculée, ça a de l'impact. Et le niveau esthétique, je pense que notre borne est très visuellement belle, donc ça se promène vite quand même. Bon, comment fonctionne le contenant à l'intérieur? Donc, c'est un récipient dans lequel on peut mettre le produit de notre choix ou si vous vendez aussi le produit pour mettre dedans? C'est un très bon point, très, très important. C'est le produit Exora qu'on met dans la borne Exora et c'est vraiment des poches, donc des sacs de gel. Donc, vous recevez la borne, vous recevez aussi la poche qui est dans une boîte, très esthétique aussi, parce que les clients qu'on vise aussi, c'est des clients qu'on veut que ça soit beau. On veut que l'expérience client soit belle. C'est pas juste du gel. C'est une expérience quand même maintenant, malheureusement, mais de se mettre du gel, c'est une expérience. Donc, la pochette vient dans une boîte très, très léchée qu'on insère dans la borne. Facile comme ça, là, c'est 2 étapes. Là. La boîte dans la borne et puis elle est protégée aussi par une clé. Là, donc, une fois que vous vendez la borne, vous avez aussi une récurrence avec le produit qui, évidemment, vient dedans. Et c'est vraiment le concept de la poche avec la pédale qui fait qu'on peut bien contrôler aussi le nombre de doses qu'on donne. Mais là, si vous faites des camions blindés et des bornes, là, vous n'êtes quand même pas dans la production de liquide désinfectant. Non. Ça, vous faites affaire avec un sous-traitant, j'imagine? Oui, avec 2 laboratoires très, très reconnus là, dans le milieu qui nous accompagnent là-dedans, qui est vraiment un saut de qualité, un saut de... on a vu là, plein de compagnies qui se lançaient dans le gel. Puis, en fait, il y a eu une augmentation de gens qui faisaient du gel. Nous, on ne voulait pas s'embarquer là-dedans. On l'a considéré, on l'a analysé là, dans le plan de match, mais c'était beaucoup plus... on a resté avec la fabrication. On est des manufacturiers dans la vie et puis on connaissait la manufacture. Donc, là, à quoi ressemble le carnet de commandes en ce moment? Autrement dit, est-ce que vous êtes capable de suffire à la demande? Avez-vous beaucoup de demandes? Oui. On suffit. On ajuste nos carnets de commandes avec le produit Exora. Donc, le produit Exora est devenu une ligne de produits parmi les autres de Cambly. Donc, au niveau de la priorisation, ça se fait très bien. C'est sûr que, tantôt, j'ai parlé que ça allait très bien. Le développement à l'extérieur du Québec commence, puis on l'arrime avec notre production de camions, mais ça va très bien. On fournit... En fait, une autre chose qu'on dit, c'est que vous ne manquerez pas de gel. Ça, c'est important parce qu'il y a eu aussi au début des fournisseurs qui ont manqué de produits. C'était vraiment la folie, c'était le Far West. Je pense que ça s'est stabilisé pour tout le monde. Mais de notre côté, des bornes, on en a, puis du gel, on en a. On a une capacité assez impressionnante, je te dirais, pour la fabrication de bornes. C'est notre sweet spot, c'est ce qu'on fait. Donc, pour nous, faire des bornes, ça a été assez facile. On
fait quand même des camions blindés assez disons technologiques. que quelqu'un qui nous regarde en ce moment, là, qui est commerçant, qui a une place d'affaires, il veut s'en procurer une ou deux ou trois ou je ne sais trop. Comment ça fonctionne? Premièrement, ça se détaille combien pour la borne? Ça se détaille combien pour la poche de désinfectant? Quel est le délai pour recevoir? Oui. Le délai, c'est 24 heures. Là. Je veux dire, il y a un stock prêt pour tout le monde. Il n'y a pas de délai, là, mis à part la livraison de tout ça. On a plusieurs produits, en fait. On a la borne sur pied, qui est la pédale là, qui est pour le pied, qui est haute comme 3-4 pieds, je te dirais. Là. On a aussi, depuis cette semaine, la borne murale. Donc, on en connaît, on envoie des bornes murales. La note, bien sûr, c'est pas un mécanisme de pied, mais c'est quand même un mécanisme de pédale, mais avec le coude. Donc, c'est un peu le même visuel ou le même look que l'autre borne, mais on peut la monter sur un mur. Et puis, on a des bouteilles d'1 litre aussi, avec pompe. Et puis, on a les recharges là, pour les bornes. Donc, il y a quand même plusieurs produits. Et les délais de livraison sont assez rapides. Et puis, le détail pour la borne murale est d'environ 150. Je dis environ parce que ça dépend des volumes, ça dépend de plein de choses. Et puis, pour la borne sur pied, encore une fois, c'est 3,99 $, mais dépendamment de volume qu'on a. Et puis, le litre de gel, là, ça se détaille à 17 $. En même temps, pour une entreprise qui, à la base, fabrique des camions blindés, puis je comprends que chez Cambly, avec votre présidente, on en a parlé à quelques occasions en entrevue, toujours une préoccupation sur varier un peu les clients, parce que vous êtes dans une industrie où il y a, il y a 2-3 clients, finalement, qui achètent des camions blindés dans le monde. Là. Donc, il y a toujours eu une préoccupation de diversifier les revenus. Là, dans le fond, c'est une opportunité intéressante. Là. Tout à fait. C'est sûr que Véronique avait un plan, Véronique, la présidente, avait un plan très précis de diversification depuis un bout. Ben honnête avec toi, je pense pas que l'équipement sanitaire faisait partie du plan en début d'année. Par contre, rapidement, on était là-dedans. On était en train de se diversifier, on était en train de planifier notre diversification plus concrètement. Donc, c'est un élément de notre diversification, mais clairement, on se diversifie au niveau... Mais c'est là pour rester. Tout à fait. Puis ça, c'est important parce qu'on se fait souvent poser la question, si vous faites des camions, donc vous allez arrêter d'en faire. Pas du tout. C'est vraiment un nouveau produit dans la gamme de produits Cambly. C'est sûr que Exora est équipement sanitaire et gel, et Cambly va demeurer des camions. Et puis, on continue de se diversifier au niveau des camions. Mais Exora, c'est une équipe en soi, là, Exora chez Cambly, donc qui livre le produit Exora, qui commercialise, qui service client, qui vend. Ça revient à ce que je disais au début. Le gouvernement a demandé aux entreprises de se rendre utiles. Exactement. Puis de rendre finalement l'utile à l'agréable avec de nouvelles opportunités d'affaires. C'est ça. Hein? Tout à fait, tout à fait. C'est un win-win. Là, je veux dire, je pense que pour nous, c'est sûr que ça s'est fait rapidement. Le business case, il a changé un petit peu. Dans des produits matures, on a une équipe derrière le produit, donc on est vraiment là pour rester. Ouais. Bon, bien, vous allez probablement les voir un peu partout dans certains commerces et puis tout récemment du côté du Carrefour Richelieu. Oui. Où je le disais en introduction, là, on mettait des chaudières parce que ça coulait de partout. C'était un peu temporaire comme installation. Là, maintenant, c'est une belle installation fixe avec les bornes Exora en question que vous allez pouvoir voir si vous allez au Carrefour Richelieu prochainement. Benoît Lemay, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Eric. Reste avec nous, on revient après ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, football et Macédoine. Coach Alex Surprenant est avec nous, suivi de l'informateur joannais William Julien. Quand je dis de Macédoine, il est plus la carotte ou les petits pois, lui? Les deux. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Elle célèbre son premier anniversaire depuis son élection, déjà l'an dernier, 21 octobre, au fédéral. C'est la députée de Saint-Jean à la Chambre des communes, Christine Normandin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Très fait plaisir. On s'était vu il y a quelques semaines à peine, mais dans une conversation Zoom, parce que vous étiez en confinement, disons, préventif. Préventif, parce que votre chef, et des collègues avaient été testés positifs.
Bref, bon, finalement, vous étiez négative, mais vous avez quand même perduré dans le 14 jours. On a suivi les recommandations de la santé publique. Quand on rencontre quelqu'un qui est positif, même si on a un test négatif, on reste en confinement pendant 14 jours. C'est ce que j'ai fait. Bon, là, ça s'est calmé un peu du côté d'Ottawa parce qu'il y avait même des cas chez les conservateurs aussi. Oui, bien en fait, le chef conservateur, Erin O'Toole, qui avait été testé positif avec plusieurs membres de son entourage, entre autres dans le cadre d'une tournée, il y avait eu une petite explosion de COVID. Mais récemment, on n'en a pas entendu parler. On respecte quand même assez bien les règles aussi. Là, on doit prêcher par l'exemple, donc on fait vraiment attention. Puis il y a de plus en plus de panneaux de plexiglas qui sont installés, de plus en plus de purelles. On fait vraiment attention avec les masques, donc on limite les dégâts. Quelle est la dynamique à ce moment-ci de l'année versus le printemps dernier? On va quand même un peu à Ottawa, mais pas trop. On reste dans le comté. Est-ce qu'on voit du monde ou pas trop? Bref, c'est quoi votre dynamique de tous les jours? En fait, on va sur la colline. Je suis appelée à y aller à peu près toutes les semaines, mais on s'arrange pour avoir quand même moins de gens sur la colline. On en a un peu plus qu'au printemps, mais on en a quand même beaucoup moins. En tout et partout, c'est 85 députés qui peuvent siéger en même temps sur les 338, donc à peu près 25 %. On peut être maximum 8 bloquistes en chambre en même temps. Donc, ce qu'on fait, c'est que comme on est 32, on en envoie toujours à peu près la moitié dans le coin de Gatineau. On leur dit, restez à votre appartement, n'allez pas à votre bureau de la colline. Comme ça, si jamais on a besoin de vous rapidement, vous allez pouvoir être prêts. Mais autrement, pendant ce temps-là, vous travaillez de la maison. C'est comme si vous travailliez dans votre circonscription. Et la semaine suivante, bien, vous êtes seulement dans votre circonscription. Ce qui fait que quand on est proche de Gatineau, on va à nos comités en personne, on va à la période de questions en personne, puis on va à nos déclarations, nos discours en personne. Mais pour le reste, on peut le faire de la maison. Et là, le vote en chambre ou de façon électronique ou virtuelle, il marche comment? Parce que l'autre jour, je regardais le fameux vote de confiance, et là, le président de la Chambre donne évidemment les chiffres, et là, je comprends bien qu'il y a plus de votes que de monde en chambre. Oui. Donc, comment ça marche quand vous n'êtes pas là? Vous pouvez voter pareil? Exact. En fait, pendant l'été, moi, j'ai travaillé sur le comité de procédure de la Chambre pour voir si c'était conforme à la Constitution, entre autres, qu'on vote à distance. Il y avait vraiment des questions constitutionnelles qui se posaient au niveau du quorum aussi, parce qu'on doit être 20 personnes en Chambre. Mais là, est-ce que la Chambre, c'est le lieu physique ou c'est l'espèce de communauté d'esprit des députés? Donc, ça venait, c'était un peu ésotérique. Là. Mais on a fini par déclarer que non, les votes à distance étaient aussi valides. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en premier, le président de la Chambre va convoquer les votes pour les gens qui sont en présence. Donc, comme d'habitude, les gens qui sont en faveur se lèvent, les gens qui sont contre se lèvent. Par la suite, les partis sont appelés un par un et les députés en ordre alphabétique. Et chacun, notre tour, on doit enlever la sourdine, dire « je suis pour la motion » ou « je suis contre la motion » pour que le vidéo ait le temps aussi d'embarquer sur Zoom, pour qu'on ait vraiment l'image. Donc, vous votez par Zoom. On vote par Zoom. Mais il faut qu'on vous voie et qu'on vous entende. Exactement. Si la caméra décolle pas, on doit recommencer, on doit redire, on doit parler jusqu'à temps qu'on nous voit. S'il y a un autre problème technique, il y a du soutien qui va se donner, on peut voter à la fin du tour complet, mais ça prend quand même un peu plus de temps. Mais ça marche. Ça fonctionne. C'est pas l'idéal, c'est en attendant que la Chambre ait fini de mettre en place une application pour voter. Et là, que vous soyez dans votre bureau, dans votre appartement de Gatineau ou chez vous, vous pouvez voter en temps réel? Il y en a qui l'ont fait dans leur voiture. OK. Donc oui, c'est pas l'idéal, mais tant qu'on voit le visage du député, le vote est valide. Et là, vous dites qu'éventuellement, il y aurait une application. La Chambre est en train de travailler là-dessus et justement, il y avait des critères que tous les partis s'entendaient pour qu'on respecte, entre autres qu'on voit le visage de la personne qui vote comme si c'était en Chambre. On veut qu'il y ait une transparence au niveau du vote, s'assurer que ce ne soit pas quelqu'un d'autre sur l'application qui vote aussi. Il y aura plusieurs validations. C'est un changement important parce que je me rappelle à une certaine époque, quand il y avait des votes importants, il fallait que tout le monde soit présent. Puis le Canada, c'est grand. Il y a des distances. Il y a des déplacements, il peut y avoir des tempêtes de neige. On a même déjà vu des gens qui étaient quasiment en phase terminale de cancer aller voter. Là. On a vu ça au Canada. Oui, là. Alors que là, dans le fond, aujourd'hui, puis on verra après la pandémie, mais dans le fond, les gens pourraient voter d'à peu près n'importe où dans le monde. Techniquement, oui, ça s'est fait. Puis même, en fait, c'est les conservateurs qui étaient le plus contre ça parce qu'ils ne voulaient pas que les gens votent de l'extérieur, mais c'est une de leurs députés qui a voté des États-Unis pendant le confinement puisque son conjoint est là-bas. Donc oui, ça se ferait techniquement. Bon, ça fait 1 an. Évidemment, est arrivée la pandémie au mois de mars, là, ça change la donne un peu, mais quel est le bilan que vous tracez de votre première année de mandat comme député? C'est sûr que j'aurais aimé avoir une liste d'épiceries, de choses qu'on a faites pendant l'année comme bilan. Puis ça me fait un peu de la peine de ne pas en avoir, mais en même temps, le contexte de la COVID, évidemment, n'a pas aidé. Puis pas juste le contexte de la COVID, le contexte des crises. Nous, on dit un peu à la blague, la première, la crise, là, OK, laquelle?
La crise ferroviaire, OK, mais laquelle? Il y en a eu 2. Donc, ça a été crise par-dessus crise. Ça a été beaucoup de la gestion à petite échelle. Donc, pour les grands projets, évidemment, il n'y en aura pas eu autant. Déjà, en partant une première année, on est plus en phase mettre en place. C'est les projets de mon prédécesseur, présentement, qui sont plus des projets annoncés, par exemple, réfection par Parc Canada, d'une partie de la bande du canal et compagnie. On est plus dans le suivi de ça. Autrement, ce qui s'est passé avec la crise, c'est que ça a beaucoup été plus au niveau humain, au niveau individuel. On a aidé une centaine d'entreprises à décortiquer les différents programmes qui existaient. 80 rapatriements qui ont été faits pendant la crise de Joannais pris à l'étranger. C'est 1000 individus qui nous ont téléphoné parce qu'ils avaient besoin d'aide, que ce soit avec les programmes de subvention, avec les dossiers d'immigration, qui est mon dossier de porte-parole, mais qui a été le ministère le plus malmené pendant la crise, avec différents problèmes de dossiers qui ne se réglaient pas parce que les ministères étaient fermés, pension de vieillesse, assurance-emploi et compagnie. Donc, même les projets, pour donner un exemple concret, on siège sur une table de concertation pour le transport. Même les organismes se posaient la question, est-ce qu'on continue? On ne sait pas de quoi demain est fait. Le projet qu'on avait démarré, est-ce qu'on le continue? Donc, ça n'a pas été une année d'annonce pour personne, pour aucun des paliers de gouvernement, puis malheureusement, il n'y a pas échappé. Donc, ça a plus été une année de soutien et de travail, de préparation de ce qui pourrait s'en venir. Quel est le regard que vous portez sur la gestion de la pandémie au fédéral? Parce que là, pour le citoyen, là, puis je vous mets au défi de regarder le téléjournal à 10 h le soir. Bon, là, on a le point de vue du Québec. Parfois, on a le point de vue de certaines provinces. Puis ça, c'est sans parler des États-Unis ou d'autres pays dans le monde. Bref, les gens sont épuisés. Un peu, le moral est un peu à la baisse, mais surtout épuisés on a toutes sortes de contraintes qui sont variables selon ce qu'on habite dans le monde. Et là, en plus, chez nous, bien, il y a le Québec puis il y a le Canada. Là. Puis là, chacun a son champ de juridiction. Ou encore hier, on voyait le premier ministre Legault qui exhortait M. Trudeau de maintenir les frontières fermées, au moins jusqu'à Noël. Bon. Quel est le regard que vous portez sur la gestion de la pandémie au niveau fédéral? Mon impression, c'est que, bon, déjà, en partant au début de la crise, Ottawa a tardé. On les a vraiment talonnés justement sur la question des frontières pour que ce soit fermé beaucoup plus rapidement. J'étais personnellement intervenue parce que j'entendais qu'à l'ACOL, les agents frontaliers n'avaient pas de thermomètre, pas de masque, pas de gants, pas de protocole. Ils ne savaient pas quoi faire avec les gens qui rentraient par autobus ou par train. Ils appelaient les premiers répondants. Donc, il y avait aucune directive qui était mise en place. Donc, on a tardé là-dessus. Ça a été très problématique. Ça n'a pas aidé à la première vague de la crise. On arrive un peu plus tard. Bon, on doit gérer les gens qui perdent leur emploi. La PCU a été une bonne chose. On l'a salué quand ça a été mis en place. Ça a été mis en place assez rapidement. Pas trop de problèmes pour l'obtenir, mais par la suite, c'est qu'on n'a pas adapté la PCU, contrairement à ce que nous, on demandait, qu'on puisse travailler sans être pénalisé et que ce soit un incitatif à l'emploi. Présentement, ce qui se passe, mon impression, c'est que le fédéral en profite pour un peu jouer les gérants d'estrade et en profiter pour aller taponner dans les champs de compétences du Québec, alors que s'il y a des problèmes dans les CHSLD, entre autres présentement, c'est qu'il y a du sous-financement depuis 25 ans. Il n'y a pas eu de transferts en santé qui ont suivi l'augmentation des dépenses. Donc, on joue un peu plus aux gérants d'estrade, on donne des leçons, mais on n'envoie pas l'argent. C'est beaucoup ce que François Legault et même M. Ford en Ontario ont dit. Donc, et de l'ensemble des provinces, l'ensemble des premiers ministres des provinces. Donc, il y a un sous-financement au niveau de la santé. Donc, donnez-nous de l'argent, mais dites-nous pas quoi faire avec. Là. Exactement, parce que ça ne relève pas du champ de compétences du fédéral. Mais même par rapport aux frontières, François Legault le redisait justement hier à son point de presse, au-delà du fait qu'il demandait que la frontière reste fermée, mais il revenait encore là-dessus. Si les frontières avaient été fermées plus tôt, on aurait eu probablement une première vague, disons, peut-être moins pire que celle qu'on a vécue, là. Exactement. Puis même au-delà de la question de la simple fermeture des frontières, il y a quand même des Canadiens qui revenaient, mais il n'y avait pas de tests dans les aéroports. Ça a été déficient dès le départ, la gestion de la crise. Si vous dites que la PCU, c'était une bonne affaire, bon, elle s'est peut-être pas adaptée, mais là, à ce temps, on a la PCU-RE là, pour relance économique. Là. Exact. C'est quoi cette affaire-là? Est-ce que ça marche-tu? C'est une bonne affaire? Ça vient d'être mis en place parce que la PCU se terminait le 3 octobre. C'est quand même assez récent. En fait, il y a 3 prestations présentement auxquelles les gens peuvent être admissibles. Il y a la PCRE, qui est la prestation surtout pour les travailleurs autonomes, ceux qui ne pourraient pas avoir accès à l'assurance-emploi. Donc ça, c'est une prestation spéciale COVID, 1 000 $ aux 2 semaines, mais 900 après déduction et compagnie. Donc ça ressemble quand même à la PCU. Mais on invite surtout les gens à aller vers l'assurance-emploi qu'on a modifiée pour qu'elle soit plus adaptée à la situation actuelle, entre autres en demandant seulement 120 heures admissibles pour y avoir accès. Donc ça, c'est pas une méchante chose, mais il y a aussi encore la subvention salariale qui a été prolongée. On invite les entreprises aussi à en bénéficier pour pouvoir assurer de maintenir des salaires qui
sont dans certains cas plus élevées que ce que l'assurance-emploi peut donner. Ce qui était le problème, c'est qu'avec la PCU, comme on la connaissait, dès qu'on gagnait 1 000 $, on se faisait tout couper, puis on était en pénurie de main-d'œuvre, malgré qu'il y ait beaucoup de chômage. Ça peut être paradoxal, mais c'était vraiment le problème. Et la PCU était vraiment un désincitatif à l'emploi. On avait eu la promesse du gouvernement le 26 avril qu'elle serait modulée, l'équivalent de l'assurance-emploi. Pour chaque pièce gagnée, tu perds 50 cents seulement de prestations, mais ça ne s'est pas fait avant maintenant. Donc, ça a été dur pour la relance économique. On est en situation de gouvernement minoritaire. Il y a eu 2 votes de confiance, en fait, le discours du trône, mais aussi un autre truc là, sur un comité. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai senti que vos collègues du NPD, disons, n'avaient pas beaucoup de poids dans la balance. En tout cas, eux visiblement, n'étaient pas prêts à aller en élection et ont sauvé le gouvernement à 2 reprises. Le gouvernement était peut-être même tenté d'aller en élection, mais en même temps, on regarde ça au Canada, Kamemou, au Nouveau-Brunswick, Colombie-Britannique, au Manitoba, Saskatchewan, pardon, où il y a eu des élections provinciales. Donc, c'est possible de tenir des élections en temps de pandémie, puis il y en a la semaine prochaine aux États-Unis. Donc, visiblement, le gouvernement fédéral était assez prêt pour aller en élection. Bien, oui, puis on l'entendait entre les branches aussi, là, qu'il y avait le goût d'y aller. Puis on se dit aussi, leur fenêtre électorale, leur opportunité, elle était vraiment maintenant. On regarde les sondages, ils peuvent espérer aller chercher une majorité présentement. Il y aurait le bénéfice d'en profiter pendant que M. O'Toole, le nouveau chef des conservateurs, n'est pas encore assez connu, pendant que c'est un peu la débandade du côté du NPD. On n'en parle pas beaucoup, mais ça va pas si bien que ça. Puis au niveau du financement, pour eux, c'est pas génial non plus. Les partiels en Ontario Les partiels, disons, ont été moins bonnes que prévu pour les libéraux. Là. Même si les partiels ont été moins bonnes que prévu, c'est peut-être mieux maintenant que, par exemple, au printemps, au moment où les gens vont commencer à remplir leur déclaration d'impôt, puis vont trouver ça bien moins le fun tout d'un coup d'avoir à payer de l'impôt sur la PCU. Ils vont peut-être réaliser que se sont fait frauder et compagnie. On aura des dans le fond, chantiers. la morale de cette histoire, c'est que la journée où le NPD va être prêt, c'est peut-être là qu'on aura des élections. Possiblement, ou ça va être la journée où les libéraux vont se dire finalement, OK, c'est là, on y va. Ou eux-mêmes vont se déclencher. Ils vont se trouver une façon de se faire voter, de se faire voter en dehors de la Chambre avec un vote de confiance. Donc, ça fait 1 an que vous êtes député. Vous ne savez pas, vous allez députer encore pour combien de temps? Et surtout pas encore la date de la prochaine élection. Si j'avais une boule de cristal, il y a beaucoup de questions que je lui poserais. Christine Normandin, merci beaucoup. Toujours un plaisir, merci. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. En appui à la Nuit des sans-abri, l'organisme L'Éclusier du Haut-Richelieu, qui œuvre en santé mentale, est à faire, bien sûr, sa collecte de vêtements d'hiver pour aider, évidemment, son monde. Évidemment, là, avec la pandémie, on y va sur des dons par rendez-vous. On vous a mis le numéro de téléphone, bien sûr, pour contacter L'Éclusier du Haut-Richelieu. À demain. Bye-bye.